J'ai laissé les parents de ma femme utiliser notre jardin pour faire un potager. 1 an plus tard, je n'avais plus le droit d'y mettre les pieds. Cet espace est à eux maintenant, m'a dit ma femme. Ce matin-là, j'ai mis un pied dans le jardin et j'ai trouvé un panneau marqué « Propriété privée ». Je l'ai arraché du sol, j'ai respiré profondément, et, plus tard dans la journée. Tout a commencé par un cadeau. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais quelques semaines plus tard, j'ai découvert que ce cadeau pouvait me coûter toute la maison. Et quand j'ai compris qui était vraiment derrière tout ça, il était déjà trop tard. Ou, presque. Je m'appelle Eric. J'ai 42 ans. J'ai vécu à Eugene, dans l'Oregon, presque toute ma vie. Cette histoire me donne encore l'impression de devenir fou. Je suis marié à Carrie depuis 11 ans. Elle était drôle, gentille, patiente. On avait quelque chose de bien. Rien de dramatique. On a acheté une petite maison avec un jardin correct. Rien de luxueux, mais assez d'espace pour un barbecue, quelques chaises et un coin de pelouse pour notre chien, Baxter. On n'a pas eu d'enfant. C'était un choix. On travaillait tous les deux à plein temps et on menait une vie tranquille. J'ai toujours cru qu'on était un couple solide. Puis, l'année dernière, ses parents ont emménagé chez nous. Tout a commencé par un coup de fil. Carrie m'a dit que ses parents, Dal et Marlène, pensaient vendre leur maison à Klamath Falls et venir s'installer près de nous. Juste pour un moment, elle disait. Ils allaient rester dans la chambre d'amis le temps de trouver un autre endroit. J'ai demandé combien de temps durerait ce « moment ». Elle a répondu, quelques mois, peut-être moins. J'ai accepté, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, non? Ils sont arrivés fin mars. Dal a un peu plus de 70 ans. C'est le genre de type qui pense tout savoir sur tout. Marlène est plus discrète, mais elle est maligne et elle observe tout. Je suis resté dans mon coin. Même quand Dal critiquait ma façon de tondre la pelouse ou quand Marlène, sans faire exprès, réorganisait entièrement notre garde-manger, je me disais, ça ne va pas durer longtemps. Environ 6 semaines plus tard, ils ont demandé à utiliser une partie du jardin pour faire un potager. C'était une idée de Marlène. Elle disait que ça les aiderait à rester actifs, et que ça ferait des économies. Les tomates et tout ça, je m'en fichais, alors j'ai dit, pas de souci, allez-y, j'ai aidé Dal à construire 2 bacs surélevés. Il les a fait avec du bois récupéré. On a creusé un coin de pelouse ensemble. À ce moment-là, ça ressemblait encore à un projet familial. Au milieu de l'été, le potager avait doublé de taille. Ils avaient ajouté plus de bacs, puis une clôture, et même une petite serre en plastique de chez Home Depot. Je me suis dit, bon, ils s'amusent, laisse-les faire. Mais ensuite, leur comportement a changé. Marlène s'est mise à engueuler Baxter s'il s'approchait des plantes. Dal a commencé à me corriger sur la façon d'arroser. Un jour, j'ai pris le tuyau pour arroser les tomates, et il m'a dit, on ne fait pas comme ça. C'est vers cette période que j'ai remarqué que Carrie prenait leur parti dans toutes les disputes. Je lui ai dit que Baxter avait le droit de se promener dans son propre jardin. Elle a dit, laisse-leur leur espace. C'est pas grave. Mais si, c'était grave. Parce que cet espace, ce n'était pas le leur. À l'automne, Dal a acheté un abri préfabriqué. Il l'a installé dans un coin du jardin et l'a rempli d'outils, de sachets de graines et d'un tas de bricoles. Quand j'ai dit qu'on allait devoir l'enlever pour l'hiver, il m'a répondu, on verra ça plus tard. L'hiver est arrivé. Le potager est devenu silencieux, mais l'abri est resté là. Et les lampes solaires qu'ils avaient accrochées à la clôture aussi. Et les foutues statues de gnomes aussi. Et puis, un soir de janvier, je suis rentré chez moi et j'ai vu quelque chose qui m'a fait péter un câble. Ils avaient mis un panneau près de la zone du jardin où se trouvait le potager. Veuillez ne pas entrer. J'en ai parlé à Carrie. Elle a soupiré et m'a dit, c'est juste une blague. Mon père est un peu protecteur, c'est tout. J'ai dit, on ne plaisante pas avec la notion de territoire dans notre propre jardin. Elle a juste levé les yeux au ciel. Au printemps, ils ont pris encore plus d'espace. Dal a construit un banc sous une espèce de treille bricolée, et il l'a appelé son « coin méditation ». Marlène a dit à une amie au téléphone que c'était son « sanctuaire ». C'était comme si je n'existais plus. Je me répétais, c'est temporaire. Ils vont bientôt partir. Mais non. Personne ne cherchait de maison. Personne ne parlait plus de déménagement.
Ils s'étaient juste installés là, comme si tout leur appartenait. Et puis, il y a eu le point de rupture. Un matin d'avril, j'ai laissé sortir Baxter et je suis resté sur le perron avec mon café. Le soleil venait à peine de se lever. Et c'est là que je l'ai vu. Un poteau en bois tout neuf, solidement planté juste devant le potager. Et accroché dessus, un panneau avec de grosses lettres noires, propriété privée. Défense d'entrée. J'ai cligné des yeux, je me suis approché, j'ai touché le panneau en pensant que c'était une blague. Mais non. Il était réel, solide, vissé, peint avec soin. Je l'ai arraché du sol sans ménagement. Je l'ai tiré comme une dague. Mes mains tremblaient. Plus tard, j'ai attendu que Carrie rentre à la maison. Je n'ai rien caché. J'ai laissé le panneau sur la table de la cuisine. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. « Tu l'as arraché ?» a-t-elle dit, comme si c'était moi le problème. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je demandé. « Propriété privée dans notre jardin ?» Elle s'est frotté le front. « Eric, allez. C'est juste une façon pour mon père de se sentir inclus. Tu le connais. Ce n'est pas un endroit, ai-je dit. C'est notre putain de jardin. Je n'ai rien signé pour leur céder ça. » Elle a croisé les bras. « Tu es tellement autoritaire avec cette histoire. Tu ne t'es jamais soucié du jardin avant qu'il commence à l'utiliser. Et maintenant, d'un coup, ça te dérange ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une question de potager. C'était une question de pouvoir, de territoire, de contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, à fixer la fenêtre de derrière. J'ai vu Dal entrer dans le potager une fois la nuit tombée. Il a regardé l'endroit où le panneau se trouvait. Puis il a secoué la tête et est entré dans le cabanon. Je m'en foutais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Je devais savoir exactement où j'en étais, parce qu'il était hors de question que deux personnes qui n'avaient pas dépensé un centime pour cette maison s'approprient une partie et l'appellent leur coin. L'après-midi, Carrie m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, il faut qu'on parle sérieusement de qui commande ici. Elle a répondu, ce n'est pas une dictature. J'ai dit, non, mais ce n'est certainement pas non plus une démocratie où tes parents ont droit de vote. Elle n'a rien répondu, elle a juste tourné les talons et est partie. Ce soir-là, Dal a frappé à la porte de notre chambre. On peut avoir une conversation civilisée demain matin. J'aimerais clarifier certaines choses. J'ai répondu, bien sûr. Mais je savais déjà. Il n'y aurait rien à clarifier. J'allais tout reprendre. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'avais encore à peine dormi. Je suis descendu, j'ai fait du café, et j'ai attendu. Carrie était déjà partie. Elle était partie au travailler, sans dire un mot. Elle m'avait juste envoyé un message, on parle plus tard. À exactement 9 heures, Dal est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui. Il s'est servi du café dans ma cafetière sans demander. Il s'est assis de l'autre côté de la table, comme pour une réunion d'affaires. Il a croisé les mains. « Eric, je pense qu'on a eu un malentendu. » Je l'ai fixé droit dans les yeux. « Non, Dal. Ce qu'on a eu, c'est un manque de respect. » Il a esquissé un petit sourire, comme si j'en faisais trop. « Tu dois comprendre, on a investi du temps et de l'argent dans ce jardin. Il est devenu quelque chose de spécial pour nous, fait partie de notre quotidien, même de notre santé mentale. Je pense qu'il mérite quelques limites. Ce n'est pas ton terrain, ai-je dit, net. Tu ne fais pas les règles sur ma propriété. Justement, a-t-il dit en se penchant vers moi. Tu dis sans arrêt que c'est ta propriété, mais toi et Carrie, vous êtes mariés. C'est elle qui nous a invités. Et elle nous a clairement dit qu'elle considère désormais le jardin comme une partie de l'espace familial partagé. Je suis resté figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a regardé droit dans les yeux, fermement. Ça veut dire qu'on ne va nulle part. Et qu'on ne cédera pas le jardin. Alors si tu veux la paix, va falloir l'accepter. J'ai ri. Un rire plus froid que je ne l'aurais cru. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Vous emménagez pour quelques mois, vous vous appropriez mon jardin, vous mettez un panneau, propriété privée, et maintenant vous me dites que je dois l'accepter. Il a souri. Exactement. C'était la goutte de trop. Je me suis levé, je suis allé directement au garage,
j'ai ouvert un coffre de rangement et j'ai sorti l'acte de propriété de la maison. Noir sur blanc, mon nom. Personne d'autre. Je suis retourné à la cuisine et j'ai jeté le document sur la table. Le propriétaire de cette maison, c'est moi. Pas toi. Pas ta fille. Moi. Dal n'a même pas regardé. Il s'est juste levé et a dit. Ton point de vue est clair. J'espère que tu ne le regretteras pas. Ce soir-là, Carrie est rentrée à la maison. Je ne lui ai même pas laissé le temps de poser son sac. Faut qu'on parle sérieusement. Ce soir. Pas question que tu t'en ailles au milieu. Elle a secoué la tête lentement. Mon père m'a raconté. Il a dit que tu l'avais menacé. J'ai cligné des yeux. Menacé? Je lui ai montré l'acte de propriété. Oui, elle a dit en croisant les bras. Tu l'agitais comme un symbole de pouvoir. Tu te comportes comme un tyran. Un tyran? Ai-je dit. Tu as laissé tes parents prendre le contrôle de ma maison. Ils ne paient pas de loyer. Ils imposent des règles. Ils ont transformé le jardin en espèce de lotissement fermé bizarre. Et toi, tu les soutiens à chaque fois. Elle a soupiré. Tu déformes la réalité. Non, ai-je répondu. Pour la première fois, je vois clair. Et c'est là que tout a basculé. Elle s'est assise et a dit. Ils m'ont déjà donné de l'argent. Une belle somme, à l'automne dernier. Ils ont vendu leur maison et m'en ont donné une partie. Je l'ai mise dans le remboursement de notre prêt immobilier. Je l'ai regardé, stupéfait. Comment ça? Elle a détourné les yeux. Ils ont payé 60 000 $. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais comment tu allais réagir. J'ai senti mon visage devenir glacé. Tu as utilisé leur argent sans m'en parler, pour une maison qui est à mon nom? C'est notre maison, elle a dit. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous. J'ai secoué la tête. Non, t'as fait ce qui était le mieux pour eux. Elle est restée silencieuse. Un silence lourd entre nous. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai regardé le jardin. Le potager, les lumières, la clôture, l'abri, tout. Ça avait plus l'air d'être à eux qu'à moi. Et je ne savais même plus avec qui j'étais marié. Ce soir-là, j'ai appelé un autre avocat. Pas pour la maison, pour un divorce. Je n'avais pas encore pris ma décision, mais quelque chose avait changé. Et c'était irréversible. L'avocat s'appelait Mitchell Klein. Il était calme, direct, et ne me parlait pas de haut. Je lui ai tout raconté, le jardin, le potager, l'argent, le panneau, tout. Quand j'ai mentionné les 60 000 $ que Carrie avait pris à ses parents pour les mettre dans le crédit de la maison sans m'en parler, il a marqué une pause. Elle a transféré cette somme comme un don ou un prêt. Y a-t-il un accord écrit? Non, ai-je répondu. Elle m'en a parlé hier soir. C'était une nouvelle pour moi. Mitchell a secoué lentement la tête. C'est une bonne chose. Si c'était un don, ça joue en votre faveur. Mais s'ils essaient de dire que c'était un prêt, ça peut compliquer les choses, surtout en cas de divorce. Ce mot m'a frappé. Divorce. Je n'ai rien dit à Carrie à propos de l'avocat. Pas encore. Mais tout semblait s'écrouler. 2 jours plus tard, c'était pire. Je suis rentré plus tôt du travail, vers 16 heures. En tournant dans l'allée, j'ai vu Dal dans le jardin avec 2 hommes, des inconnus. L'un avait un mètre ruban, l'autre tenait des plants. Je ne suis même pas sorti du camion. J'ai traversé la pelouse droit vers eux. C'est quoi ce bordel? Dal s'est retourné, calme comme toujours. Un projet d'aménagement paysager. Pourquoi faire? Il a levé un sourcil. On pense à installer une pergola. Quelque chose de permanent. Une terrasse surélevée, peut-être une fontaine. Mon ami Bruce ici fait ça professionnellement. J'ai regardé ce Bruce. Tu ne feras rien ici sans mon autorisation. Dal a levé la main. On explore juste des idées, Eric. Pas la peine de s'énerver. Explore ça dans tes rêves, ai-je répondu. Ici, ce n'est pas ton terrain. Ce n'est pas ton projet. Et je ne veux pas d'étrangers dans mon jardin quand je ne suis pas là. Bruce avait l'air visiblement mal à l'aise. Désolé, mec. On m'a dit que tout était approuvé. J'ai regardé Dal. Qui t'a dit ça?
la voix de Carrie est venue de la terrasse, derrière moi. C'est moi. Je me suis retourné. Elle avait les bras croisés, comme si elle attendait que j'explose. Tu l'as encore fait dans mon dos. Ce n'est qu'un jardin, Eric. C'est toi qui en as fait un champ de bataille. J'ai pensé que si on l'aménageait vraiment, il cesserait peut-être de ressembler à une zone de guerre. J'ai juste ri. Sec, amer. Et ta solution, c'est de construire encore plus sans me consulter. Je suis fatigué de demander, dit-elle à voix basse. Tu dis non à tout. Ils ont fait plus pour cette maison en un an que toi en 10. Ça a fait mal. Ce soir-là, j'ai fait ma valise, j'ai pris Baxter et je suis allé à l'hôtel. Le lendemain, je suis repassé à midi pour prendre des vêtements de travail. Je pensais que la maison serait vide. Carrie devait être au travail. Ses parents sortaient en général le matin. Mais dès que je suis entré, j'ai senti une forte odeur de café et de pain grillé brûlé venant de la cuisine. Je me suis figé. Dal était assis à la table, en train de taper quelque chose sur mon ordinateur portable. Il n'a même pas levé les yeux. « Qu'est-ce que tu fous sur mon ordi ?» Il a continué à taper. Je cherchais les plans du jardin. Je voulais vérifier des mesures. Je les ai trouvés dans tes fichiers. Je suis allé vers lui et j'ai fermé l'ordinateur d'un coup sec. Lâche mes affaires. Maintenant. Il a levé les yeux. Calme. Pas besoin d'en faire un drame. Tu l'avais laissé déverrouiller. Tu es chez moi, sur mon ordinateur. Tu as franchi toutes les limites. Dal s'est levé lentement. Laisse-moi être clair, si tu continues à forcer les choses comme ça, Carrie va te quitter. Et si elle s'en va, devine qui aura tout le soutien de sa famille au tribunal. J'ai fait un pas vers lui. Tu me menaces ? Il a souri. Non. Je te prépare. Je n'ai rien dit. Je suis parti directement chez Mitchell. Je lui ai tout raconté. Le potager non autorisé, l'argent, le projet de construction, l'accès à mes fichiers personnels. Il m'a dit. Il est temps de mettre des protections juridiques en place. La semaine suivante, j'ai changé les serrures, transféré mes comptes, et mis le titre de propriété au nom d'une banque à moi seul. J'ai arrêté de jouer en défense. Et puis Carrie m'a donné des papiers. Pas de divorce, une demande de copropriété du bien, basée sur ses contributions financières et celles de ses parents. Il voulait la maison. Il voulait tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne bluffais plus. Il ne savait pas que moi aussi, je construisais quelque chose. Pas un jardin. Un piège. Après avoir reçu la demande, je ne me suis pas mis en colère. Je me suis concentré. Mitchell m'a expliqué qu'il y avait deux scénarios possibles. Ils argumenteraient que Carrie et ses parents avaient contribué financièrement suffisamment pour avoir droit à une part de la propriété. Ils feraient pression pour un rachat forcé de leur part ou même la vente de la maison. D'une manière ou d'une autre, j'étais sur le point de perdre le contrôle de ce que j'avais construit, alors j'ai fait mon choix. S'ils voulaient prendre la maison, ils allaient la prendre brûlée et salée au sens figuré. Mitchell m'a aidé à faire 3 choses. D'abord, nous avons déposé une requête contestant la demande de copropriété, en nous basant sur le fait que la maison avait été achetée et entretenue exclusivement par moi avant le mariage. Il a rassemblé des années de déclarations d'impôts, des relevés de prêts hypothécaires, même des messages de Carrie admettant que son nom ne figurait pas sur le titre de propriété. Ensuite, nous avons renvoyé une mise en demeure officielle à Dal et Marlène, les déclarant comme intrus. J'avais des images de la caméra de sécurité montrant Dal entrant dans l'abri, construisant cette foutue pergola sans permission, et même un extrait où il parlait avec un entrepreneur en appelant le jardin « le nôtre ». Tout ça a été utilisé pour prouver l'abus de confiance et l'usage non autorisé de la propriété. Troisièmement, nous avons rédigé une plainte contre eux, une action en dommages-intérêts moraux et matériels, liée à la construction illégale, à l'occupation abusive, et au chaos financier causé par Carrie en utilisant les $60 000 de ses parents à mon insu. C'est là que j'ai joué ma dernière carte. J'ai appelé la sœur de Carrie, Monica, qui vivait à Bend. On ne s'était pas parlé depuis des années, mais je savais qu'elle n'aimait pas du tout Dal, ni Carrie d'ailleurs. On s'est retrouvés pour un café et je lui ai tout raconté. Je lui ai montré des messages, des photos, le panneau, les plans, même une capture d'écran de Dal utilisant mon ordinateur portable. Elle était choquée. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti, mais elle l'a fait quand même.
Il se trouve que Dal et Marlène avaient aussi séjourné temporairement chez Monica après avoir vendu leur propre maison 2 ans plus tôt. Ils avaient fait pareil, envahi le sous-sol, agi comme s'ils étaient chez eux, et quand elle leur a demandé de partir, ils ont sorti l'excuse habituelle du « mais on est la famille ». Elle avait dû engager un avocat pour les expulser discrètement. Elle m'a donné tous les documents de l'affaire, a signé une déclaration officielle, et s'est même proposée comme témoin si nécessaire. Maintenant, j'avais une preuve de comportement répétitif. J'ai tout remis à Mitchell. 6 semaines plus tard, nous avons vu notre jour au tribunal. Carrie est arrivée calme, avec ce petit sourire arrogant. Dal portait un costume, comme s'il me poursuivait en justice. Marlène n'a presque pas dit un mot. Mais quand le juge a demandé à l'avocat de Carrie d'expliquer pourquoi il pensait avoir un droit légal sur la maison, il a bafouillé. Littéralement. Alors Mitchell s'est levé et a tout balancé, chaque reçu, chaque photo, vidéo, email, déclaration signée. Il a montré des preuves que Carrie ne m'avait jamais parlé des 60 000 $, qu'il n'y avait pas de cosignataire sur le prêt, aucun contrat de donation, aucune documentation prouvant que ses parents étaient des locataires, des contributeurs ou quoi que ce soit d'autre qu'un couple de profiteurs. Il a montré la vidéo de Dal me confrontant dans ma propre cuisine et a même passé un extrait où Carrie disait à une amie « On a pris le contrôle du jardin », en gros. Eric ne s'en est juste pas encore rendu compte. Le juge n'a pas du tout apprécié. Après des heures de témoignage, il a été clair, Carrie n'avait aucun droit légal sur la maison. Les 60 000 $ ont été considérés comme une contribution volontaire non documentée, autrement dit, légalement, un don, à moins de preuves contraires, ce qu'ils n'ont pas pu fournir. La requête de Carrie a été rejetée. Le juge lui a donné 30 jours pour quitter la maison. Dal et Marlène? Expulsion immédiate. Le tribunal a émis une ordonnance restrictive contre eux. S'ils remettaient les pieds sur ma propriété, je pourrais les faire arrêter. Je suis rentré chez moi ce soir-là, je suis resté debout dans le jardin et j'ai juste tout regardé. L'abri, la structure de la pergola, les panneaux, tout devait disparaître. Le lendemain, j'ai engagé une équipe de démolition. Ils ont tout arraché. Les plates-bandes surélevées? Éliminées. L'abri? Démoli à la masse. Les nains de jardin? À la poubelle. Le panneau? Je l'ai brûlé dans un feu de camp, avec le nom de Dal dessus. Et le meilleur? J'ai vendu le bois et les matériaux de la clôture en ligne. J'ai fait un bénéfice de 2300 $, dont intégral à un refuge pour animaux locaux. Au nom de Dal. Avec reçu fiscal et tout. Quand Carrie est venue chercher le reste de ses affaires, elle a demandé. Pourquoi tu es allé aussi loin? J'ai répondu. Parce que je vous ai laissé franchir les limites trop longtemps. Et j'avais besoin que vous vous souveniez à qui appartient cette maison. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé le morceau de terre nue où se trouvait autrefois le jardin et elle a dit. Tu vas finir seul pour toujours. Et j'ai dit. Mieux vaut être seul qu'envahi. 6 mois ont passé. Baxter et moi vivons toujours ici. J'ai construit une terrasse à la place de l'abri. Il n'y a qu'un barbecue, une chaise, et un coin pour lui prendre le soleil. Chaque soir, je m'assois dehors, je bois une bière et j'écoute le silence. Pas de carillon. Pas de panneau, propriété privée. Juste la paix. La vraie. Et plus personne ne me la prendra. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle histoire. Honnêtement, je comprends totalement la décision d'Eric. À un moment donné, quand on est poussé à bout, on n'a plus d'autre choix que de reprendre le contrôle, coûte que coûte. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison, mais de sa dignité, de ses limites, et de son droit à la paix. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.